Bonsoir tout le monde, merci d'être venu à notre atelier. Donc on va parler aujourd'hui de la définition d'une stratégie Big Data donc au sein d'un grand acteur bancaire. Euh, donc c'était dans une certaine partie de cet acteur-là, hein. Donc du coup c'est pas au global mais c'est tout comme. Alors on a amené un petit robot avec nous. Donc ce petit robot-là, il fait partie du Data Innovation Lab. Donc il est censé vous dire bonsoir. Donc je vais peut-être le faire à sa place, on ne sait jamais si ça T'as marche. aucune confiance, mais bien sûr, il va dire bonsoir, il va se présenter, il va faire tout ça. Donc ce petit robot-là, il sert en fait à ingérer des algorithmes pour réagir par rapport à des situations données. Et puis surtout, alors ça tourne sur Watson. Et surtout, On travaille, donc effectivement, c'est le petit jouet de l'Innovation Lab. On travaille avec Watson. Watson, c'est des briques cognitives, donc c'est de la reconnaissance visuelle, la reconnaissance du chatbot, la reconnaissance de texte, la reconnaissance vocale également. Donc, dans un petit robot, pour faire des démonstrateurs, un petit robot comme ça, on va pouvoir y mettre toutes ces briques cognitives pour comprendre, pour qu'il comprenne son environnement et puisse réagir. Et finalement, c'est exactement la même chose que pour les systèmes d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée qu'on va pouvoir proposer aux acteurs bancaires, par exemple. alors sauf qu'aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. Euh, donc Donc aujourd'hui, non, on va parler plus sérieusement, on va parler de la définition d'une stratégie big data donc chez un acteur bancaire. Donc tout d'abord, on va faire un peu de contexte donc, sur cette mission-là. Donc en fait, le client a souhaité nous rencontrer et a souhaité nous confier une mission autour de son architecture Big Data. Donc quand je parle d'architecture Big Data, je parle d'un côté fonctionnel et d'un côté technique, donc les deux. Euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le secteur bancaire, ça représente plusieurs enjeux stratégiques pour une entreprise. Euh, il va nous faire un game over dans pas longtemps. C'est bon? Bah, toute la journée, ça a été difficile, j'imagine. Donc, Il me fait un petit peu de peine. plusieurs enjeux stratégiques pour ce client-là. Donc, la première, c'était de désiloter et de rationaliser la gestion de la donnée. Donc, ça, très clairement, aujourd'hui, dans les entreprises, on voit beaucoup de départements, beaucoup d'entités qui se créent à l'intérieur de l'entreprise et qui fonctionnent en mode silo. Quand on parle de mode silo, ça veut dire qu'on fonctionne, on va dire, de manière cloisonnée. Voilà. L'objectif aujourd'hui d'une stratégie big data au sein d'un grand groupe, c'est de décloisonner l'information. C'est pour arriver in fine sur une stratégie de data as a service. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir des milliards de données et tout le monde va venir se servir dans ce puits de données-là. Voilà. C'est ce que cherchent en gros aujourd'hui toutes les entreprises. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de tenir en compte de l'évolution des sources de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations ne sont pas captées parce qu'elles ne sont pas structurées. Donc on a des technologies aujourd'hui qui permettent de capturer ces données-là. Aujourd'hui, dans une entreprise, la majorité des données d'entreprise sont structurées. C'est-à-dire qu'elles viennent soit d'un SI amont, soit d'une information, soit on les a achetées, etc., etc. Donc là, l'objectif, c'est de venir capter des informations qu'on n'avait pas avant. Et surtout, pourquoi on veut s'en servir. Ensuite, donc, il y avait aussi un enjeu d'historisation des données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout leur data warehouse, on va dire, classique, ils historisaient pas leurs données. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas comparer une situation A à une situation B. Donc c'était assez délicat pour eux, surtout dans le secteur bancaire, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir des analyses d'écart. Ensuite, donc, pourquoi aussi Soft Team Group a été choisi donc, pour cette mission-là? Bonsoir. Pourquoi Soft Team Group a été choisi pour cette mission-là? Tout simplement pour sa capacité aussi à challenger les différentes approches. Quand on remet dans le contexte un peu cette mission-là,
En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que dans une entreprise, il y a beaucoup d'architectes techniques, d'architectes big data qui font entre guillemets du techno-push. Ça veut dire qu'en gros, c'est les nouvelles technologies, donc il faut forcément qu'on aille vers ça. Donc nous, on a une position assez forte là-dessus. On dit qu'en fait, il y a les deux approches. Il y a les data warehouse classiques et il y a le big data. Les usages ne sont pas les mêmes, mais on ne peut pas strictement remplacer l'un par l'autre. C'est-à-dire que c'est une, on va dire que c'est une approche double qui permet d'arriver au résultat optimum. Voilà. On va un petit peu le développer, mais le big On va le data, développer c'est après. l'occasion. C'est plus que des technologies, c'est comment appréhender une nouvelle approche des données, comment valoriser des données qui sont différentes, qui apportent donc beaucoup d'avantages, mais qui apportent aussi des inconvénients qu'il faut prendre en compte. Et donc expliquer que ce n'est pas une formule, quelque chose de magique qui va remplacer toutes les approches anciennes que l'on avait. Non, ce sont bien des nouveaux usages, mais les anciens usages restent toujours là et ils sont toujours très bien traités par les approches qui existaient déjà. Donc voilà, pourquoi on a été choisi pour cette mission-là, c'est que nous, en fait, on n'a pas voulu faire de techno-push. Au contraire, on est parti des usages. En fait, on leur a demandé, on va le développer après, aujourd'hui, vous voulez faire quoi de vos données? Parce que l'inverse n'aurait pas été correct. En plus, après, les usages, on les a creusés, on les a mis au prisme des 5V du big data, et là, on s'est aperçu qu'en fait, on va le dérouler après, pas tous les usages ne nécessitent des technologies big data. En fait, il y a des usages qui aujourd'hui sont déjà traités et resteront traités par du data warehousing classique. Donc c'est l'alliance des deux. En fait, le message fort, c'est que c'est l'alliance des deux qui va permettre d'avoir un résultat optimum. Donc ça, c'était un autre axe stratégique. Ensuite, donc la démarche data as a service, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir clusteriser les données, donc il y a des applications qui existent pour ça, clusteriser les données par département, par métier, etc., pour pouvoir avoir accès à la donnée comme un service, donc data as a service, donc les gens viennent piocher les données qu'ils le souhaitent et les traiter de la manière dont ils le souhaitent. Et donc couvrir les cas d'usage fonctionnel, ça j'en ai déjà parlé et on va en parler par la suite. Donc nous, l'objectif majeur qu'on avait pour ce client-là et par rapport à sa demande, c'était bien de le sécuriser dans ses choix, parce que c'est ce qu'il nous demandait en fait, hein, il nous demandait vraiment de savoir, nous aujourd'hui on va passer en full big data, est-ce que c'est la bonne approche? Donc on va avoir la réponse plus tard, mais c'est ce pourquoi on a été choisi. Ensuite, donc c'était une mission de cadrage. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. En fait, dans un projet, donc surtout dans un projet IT, il y a plusieurs phases de projet. Donc le cadrage, en fait, c'est l'avant-projet. C'est ce qui va permettre de définir sur quel périmètre on va travailler, avec qui on va travailler, comment on va travailler et dans quelle temporalité on va travailler. Voilà. Donc en gros, c'est ce qui nous permet de définir une trajectoire de mise en œuvre réaliste, hein, forcément, et progressive des solutions retenues. On verra à la fin de la présentation un exemple de trajectoire projet Big Data avec les deux approches. Donc je poursuis ici sur les différentes étapes de notre mission en fait, hein, donc de cadrage. Maintenant vous êtes plus familier avec ce terme-là. Donc la première étape, clairement, ça a été de définir l'architecture technique cible. C'est-à-dire, demain, on va travailler sur quoi? Donc là, la première étape, pour nous en tout cas, alors c'est une mission qui a duré, pour votre information, à peu près 20 jours, une vingtaine de jours. Donc le premier step, c'est d'analyser l'existant et de le comparer par rapport à ce qui est l'état de l'art. L'état de l'art, c'est entre guillemets le condensé des best practices en termes de big data. Donc ensuite, ça a été de valider donc, les orientations de l'architecture cible et l'urbanisation du SI décisionnel. Donc ça, on va voir plus tard, on a fait une analyse de scénario là-dessus. Ensuite, on a mené beaucoup d'ateliers sur les cas d'usage du client. Donc quand je parle de cas d'usage du client, on a toujours fait un exercice sur ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous souhaitez faire demain. Donc il y a toujours un exercice de prospection en fait vers l'avenir, parce que très clairement aujourd'hui,
Chez la majorité de nos clients, les usages actuels, ils sont couverts par les outils de BI classiques. Si on ne fait pas d'exercice de prospection dans le futur, ben forcément, on n'aura pas besoin de big data. D'accord. Donc, et la troisième étape, bah, c'est définir les principaux jalons et identifier les quick wins. Donc les quick wins, très clairement, c'est comment on arrive à gagner plus en très peu de temps. Donc c'est quelles actions on met en place pour avoir des résultats rapides et mesurables. Voilà. Donc il y a une quatrième étape, mais ça qui est inhérente, on va dire, au projet, c'est d'identifier les risques. Donc dans tout projet, on identifie les risques et on essaye de mettre en place des plans d'action pour y remédier, tout simplement. Donc deux environnements qui ont été identifiés et deux problématiques, deux systèmes d'information qui sont différents. Un environnement gestion, cet environnement gestion, c'est une application qui permet de suivre et de piloter d'un point de vue financier et d'un point de vue gestion et financier la société. Donc avec des enjeux qui lui sont bien propres, c'est-à-dire une donnée qui est très structurée, on a des données qui sont essentiellement financières, et également une donnée qui est plutôt d'une faible volumétrie, puisqu'on est voilà, de la donnée de quelque chose de gestion très, très classique. classique, hein, sur une chaîne très très classique. Donc on l'a divisé en trois, hein, en entrée, donc avec des données en entrée qui sont très très bien identifiées, avec bon, des soucis hein, quand même, on en a vu plusieurs. Le premier, la problématique qui était centrale ici, c'est une absence de référentiel et une absence de centralisation des référentiels. Un référentiel, c'est quoi? C'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir faire des analyses et faire des analyses communes. Que chacun dans la société, quand un service ou un autre service doit étudier un KPI, par exemple sa rentabilité ou les différents coûts, qu'on puisse être d'accord sur comment on calcule ces valeurs et à partir de quoi on les analyse. Donc les référentiels, les données de référence, qui peuvent être, je ne sais pas, là on est dans un univers IT, donc ça peut être le catalogue des machines, ça peut être les différents clients ou clients internes, des choses comme ça, qu'on soit parfaitement d'accord et qu'ils soient identiques pour chacun. Là on avait une problématique importante là-dessus sur cette harmonisation pour que tout le monde utilise des référentiels qui soient acceptés par tous et qui soient partagés par tous et qui soient identiques pour tout le monde. Le deuxième point, une absence de gestion du rejet de la donnée, c'est-à-dire est-ce que les données que je mets dans mon système de gestion, est-ce que je suis certain de leur véracité, est-ce qu'elles sont exactes ou inexactes? Et si elles sont inexactes et si elles sont inexactes, comment est-ce que je les intègre? Est-ce que je les intègre pas? Et si je ne les intègre pas, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc si mes chiffres ne sont pas complets, est-ce que je dois en avertir quelqu'un? Est-ce que je dois les recalculer? Est-ce que toutes les actions qui doivent être plus de nouvelles fonctionnalités applicatives qu'on a identifiées qui n'étaient pas supportées, mais on y viendra. Deuxième point, c'était sur les stockages et traitements pour cette partie gestion. Et le point le plus important, quand même, a été l'absence d'historisation de la donnée. Parce que c'est très bien de sortir des indicateurs de pilotage, parfait, mais il faut aussi avoir une bonne vision du passé, pouvoir se dire, mon indicateur, je parlais de la rentabilité tout à l'heure, ma rentabilité, elle est ce qu'elle est maintenant. Qu'est-ce qu'elle était le mois dernier? Qu'est-ce qu'elle était le mois d'avant? Quelles sont les tendances? Comment est-ce que je veux ainsi remonter le temps pour définir des tendances? Actuellement, sur le système qu'ils avaient actuellement, cette historisation n'était pas gérée, donc ils avaient une vision de leur gestion à un instant T uniquement. Et un environnement opérant, alors qui est totalement différent, l'environnement opérant, c'est-à-dire des données opérationnelles. On est dans un environnement IT, donc là on va suivre des machines, des niveaux de service, est-ce que ces machines sont en ligne, est-ce qu'elles ne sont pas en ligne, qu'est-ce que j'ai installé dessus, quelles sont les demandes, comment j'ai traité les incidents, à quelle vitesse j'ai traité ces incidents-là, ces incidents de quoi ils parlent, ces pannes de quoi elles parlent, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois investir, etc. etc. Voilà, ça ce sont donc quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Les données en entrée sont très différentes parce que là on va avoir quelque chose qui est très volumineux. Donc on va traiter beaucoup de volume, de la donnée qui est beaucoup moins structurée et surtout un système qui s'est construit au fur et à mesure. Donc on va avoir une difficulté à maîtriser d'une part la donnée qui est en entrée, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'on est parfaitement sûr, on en a parlé sur cette qualité, la qualité de données en entrée,
Et un deuxième point, qu'est-ce qui est fait de ces données-là? Quelle en est l'utilisation? Et en particulier, est-ce que les utilisateurs, est-ce que les clients de ces données, ce sont des gens ou peut-être d'autres applications? Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on a un système qui est censé être un système analytique. Un système analytique, un système décisionnel, un système de gestion de la donnée, il n'est pas censé être critique. Quand je dis critique, c'est-à-dire si vous avez une machine dans une usine qui vous permet de produire quelque chose, donc qui est directement pied dans ce que vous faites, dans votre métier, si elle s'arrête, vous ne pouvez plus travailler. Donc c'est un système critique. Vous avez des systèmes informatiques dans le système d'information qui sont critiques. S'ils s'arrêtent, plus personne ne peut travailler. Un système analytique, d'analyse de la donnée, normalement n'est pas critique. C'est-à-dire s'il s'arrête, on peut se permettre qu'il s'arrête quelques heures, quelques jours, sans que cela pose de soucis majeurs dans l'activité. Les gens travaillent quand même, ils auront moins de visibilité, il faut le remettre vite, mais ce n'est pas un système critique. Et quand on met en place un système critique, ça signifie des investissements différents, ça signifie une infrastructure différente. On fait en sorte que ces systèmes ne s'arrêtent jamais. Or là, sur ce système opérationnel, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'applications qui avaient été faites par les différents services, qui piochaient dans ces données, qui les utilisaient, et qui étaient des systèmes critiques, des systèmes avec lesquels ils travaillaient chaque jour, et donc ces systèmes critiques se reposaient sur un système analytique qui n'est pas censé l'être. Donc un problème qui était de redéfinir donc, la criticité de cette application, et puis surtout d'identifier tous ces usages qui ne sont pas les usages qui étaient faits au départ de ce système qui était censé être un système analytique des données opérationnelles de l'entreprise. Donc je vais rajouter une dernière brique qui est un vrai phénomène d'entreprise. C'est le développement d'un shadow IT. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas cette notion, mais elle est ultra importante. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a des freemium, donc il y a plusieurs, on va dire, applications qui sont d'accès libre. D'autres, si on ne gère pas ces droits d'accès, donc on a accès à d'autres applications là qui sont d'entreprise. Et aujourd'hui, dans une entreprise, il y a des gens qui montent des cubes à droite, à gauche, etc. Et donc qui alimentent de manière naturelle d'autres applications, etc. Sauf qu'aujourd'hui, dans une entreprise, bien souvent, l'entreprise méconnaît son parc applicatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des applications qui sont devenues critiques en termes d'information parce qu'elles doivent derrière alimenter des jobs opérationnels qui ne sont pas connus du client lui-même. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc il faut éviter ou au moins mettre sous contrôle ce Shadow IT pour pouvoir avancer sereinement dans une stratégie Big Data. Donc l'étape qui a suivi notre mission, c'est de faire un diagnostic de maturité en fait du client, donc sur cette brique décisionnelle. Hein. Là, pour le coup, c'est pas big data, mais c'est décisionnel. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de dire, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et d'élargir un peu le spectre et de dire, si vous lancez tel et tel chantier, demain vous allez atterrir sur une maturité qui sera assez satisfaisante. En fait, quand on regarde ça ici, le nombre d'entreprises qui sont complètement à droite sur un niveau 4, ça n'existe pas en fait. Aujourd'hui, une entreprise qui est sur le niveau 4, elle n'existe pas, c'est complètement utopique. Donc en fait, les entreprises qui sont aujourd'hui d'un très très bon niveau sur le décisionnel, elles sont plutôt sur le niveau 3. Voilà. Donc là, nous, malgré tous les efforts et les initiatives qu'on a essayé de lancer chez ce client-là, la maturité à atteindre reste entre un niveau 2 et 2,5. Voilà. Donc pour vous dire que la marche est bien longue pour arriver quelque part à avoir un système décisionnel très performant, puisque quand on regarde les principaux chantiers identifiés à lancer, ils sont quand même ultra majeurs. On peut retrouver des chantiers comme la rationalisation et la définition de KPI, la réflexion autour d'indicateurs statistiques, la formalisation des processus de data management et de gouvernance de la donnée. Parce que ça, aujourd'hui, dans une entreprise, il faut savoir que ce n'est pas forcément fait. En tout cas, ce n'est pas matérialisé. Il y a certains modes de fonctionnement qui permettent de sécuriser la donnée et de la gouverner. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc là, on repart vraiment du B à bas.
Ensuite, donc, la mise en œuvre de la nouvelle architecture décisionnelle, c'est l'initiative sur laquelle nous on a travaillé et sur laquelle on est allé plus loin. Donc on va le voir par la suite. Et une étude approfondie du Shadow IT, donc existant, et la stratégie d'encadrement dont je vous parlais juste avant. Donc ça, en fait, chez un client, c'est très important de montrer ça parce que ça lui permet vraiment de visualiser. Alors tout ça, derrière ça, il y a un scoring, etc., par rapport à différentes analyses, mais ça lui permet vraiment de prendre conscience de son niveau et de lui faire prendre conscience là où il doit aller. Comment on va y aller. Donc ça, c'était le but de notre mission à nous. Donc l'objectif, c'était de challenger une vision très technophile qu'ils avaient, ce qu'on vous a dit, très technologique, où ils se disaient, ben voilà, on a une directive au niveau du groupe qui est d'aller vers le big data, de remplacer nos systèmes qui sont obsolètes et qui sont un petit peu ringards, c'est le mot qu'ils avaient eux-mêmes employé, vers des technologies big data. L'approche qu'on a prise, enfin, qu'on a utilisée, dont on vous a parlé déjà, ça a été non de ne pas faire ça, de se dire bah, quels sont vos cas d'usage, quelles sont les utilisations que vous avez, et dans quel cas est-ce qu'effectivement, est-ce que ça s'adapte, est-ce que vous avez des besoins actuels ou nouveaux qui vont s'adapter, qui vont rentrer dans le cadre d'une stratégie big data. Et pour ça, on va les analyser sous ce qu'on appelle les 5 V du big data. Pourquoi? Parce que le big data n'est pas une question de volume, malgré le big dans le nom, ce n'est qu'une petite partie. Le big data, c'est vraiment une approche nouvelle pour intégrer des données qui ne sont pas encore exploitées dans une société. C'est-à-dire qu'à peu près 90% des données d'une société ne sont pas exploitées parce qu'on n'arrive pas à les exploiter pour différentes raisons. Donc le premier, c'est le volume quand même, c'est-à-dire est-ce qu'on a une problématique qui est liée à la volumétrie de données, soit dans les cas présents ou dans les cas à venir. Est-ce qu'on doit traiter, quand je dis une volumétrie importante, c'est-à-dire, il faut le compter en terrain. On n'est pas à quelques gigas, on n'est pas sur ces volumes-là. Et donc, est-ce qu'il faut se doter d'outils, d'infrastructures, de méthodes de travail qui vont permettre de faire des statistiques, de travailler, de faire des indicateurs, des calculs sur des volumes de données aussi importants que ça. Et pour cela, des technologies comme Hadoop, comme des bases NoSQL, des choses de ce type-là, vont entrer sont des outils qui vont répondre à cette problématique-là. Mais ce n'est qu'une sur 5. La deuxième, ça va être la variété. La variété, c'est-à-dire qu'on a des données de type hétérogène. Actuellement, dans un système d'information classique, on va traiter que des données qui sont de type structuré. C'est-à-dire une donnée structurée, c'est-à-dire des chiffres. Par exemple, je fais une vente à tel prix. Voilà, ça, c'est une donnée qui est totalement structurée. J'ai un client, une référence structurée. J'ai un client avec un numéro de client, un nom, un prénom. Ça, c'est une donnée structurée. On va avoir des données aussi qui sont non structurées. Des exemples de données non structurées, qui sont des exemples un petit peu hors contexte, on y reviendra, mais je vais vous parler d'un mail. Comment est-ce que je vais traiter des mails? J'ai un support, je veux traiter de la non-qualité, je veux analyser des mails venant de mes clients pour savoir de quoi ils parlent, si c'est du support, pour voir s'ils parlent plutôt d'un produit et si je peux identifier plutôt une panne. C'est un type de données non structurées d'analyse de texte. Ça peut être de données de type image, soit parce que je veux traiter des photos, bon bah ça c'est un cas un peu bateau, mais là on avait le cas ici, c'est que on a des feuilles, ils avaient des feuilles de procédure, quoi faire en cas de reprise, de dysfonctionnement de tel ou tel système ou de tel ou tel serveur. Et ces fiches de procédure ont été scannées et intégrées dans une base de connaissances. Scannées, c'est-à-dire que c'est une image. Comment faire des recherches à l'intérieur de ces documents qui ont été scannés. Voilà. C'est un type de données hétérogènes. Et ils avaient aussi d'autres cas de données qui étaient saisies dans des champs de commentaires. Pourquoi? Parce que dans leurs différents outils, les outils n'avaient pas évolué en fonction de nouveaux besoins, donc j'ai utilisé des champs commentaires pour ajouter des données. Donc les données qui sont saisies d'une manière libre, elles ne sont pas tout à fait structurées comme on voudrait. Donc voilà, il y a un travail pour essayer d'interpréter ça. Donc des données non structurées ou semi-structurées. Et on va aussi traiter sur un troisième type de données qui sont des données techniques. Une donnée technique, typiquement, c'est une donnée de log, c'est un petit peu spécial. Une donnée de log, pour une machine, pour un serveur, ça veut dire à telle date il s'est passé telle chose, j'ai un code d'erreur par exemple, des choses. C'est des données qui sont pour coup ultra structurées, mais extrêmement volumineuses, et sur lesquelles un très très faible pourcentage de la donnée est intéressante. Donc voilà les trois types de données, on va dire, donc structurée, la donnée classique, la donnée semi-structurée, non structurée, et de la donnée technique. Et on va avoir des outils de la même manière qui vont adresser ces différents types de données de manière différente, et des techniques, des outils, des infrastructures pour ça. La troisième question à se poser, c'est une question de vélocité.
La vélocité, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de traiter ma donnée ou de mettre à jour mon système d'une manière rapide ou non? Est-ce que je dois faire du temps réel? Ou si je mets mes chiffres à jour toutes les heures, ça suffit? Ou si je les mets à jour deux fois, si je les mets à jour 2 fois par jour, est-ce que ça suffit? Et c'est une vraie question à se poser, parce que si on le pose à froid, tous les clients diront, bah non, bah moi je veux mes chiffres en temps réel. C'est super, non, dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce que c'est intéressant? Alors déjà, d'une part, est-ce que c'est intéressant? C'est pas forcément intéressant. C'est-à-dire que si on travaille sur des indicateurs, il est intéressant que tout le monde ait des indicateurs qui soient identiques. S'ils changent toutes les 5 minutes, ça va commencer à être problématique si on ne peut pas garder un petit moment, quelque chose qui est un petit peu stable. Et autre chose, est-ce que l'investissement qui est requis pour arriver à mettre à jour ces données d'une manière aussi rapide est intéressante? Est-ce que c'est vraiment utile? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que non, c'est pas souvent pas très utile. Il y a des cas où c'est très utile, effectivement. Quand on doit réagir sur une panne, il faut qu'on la sache immédiatement. Par contre, quand on réfléchit sur le coût global de son service, par exemple, ou le niveau de qualité de son support, si on regarde les chiffres tous les matins, c'est pas la peine qu'ils soient mis à jour toutes les minutes. On a besoin qu'ils soient juste mis à jour chaque nuit. Le point suivant, c'est la valeur. La valeur, c'est-à-dire ces données, c'est très bien, je les stocke, c'est parfait, je fais un data lake, c'est-à-dire je mets à disposition toutes mes données de log, je mets à disposition des centaines de milliards de lignes de log machine ou des tas de mails ou de ces choses-là. La question, c'est comment je la valorise. Et la valoriser, ça veut dire qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je mets quelque chose en place pour permettre d'en tirer une conclusion et puis peut-être de travailler mieux ou que les différents décideurs dans la société puissent l'exploiter. Et pour ça, on va voir quels sont les outils de data visualisation qu'on va pouvoir mettre en place, quels sont les outils de reporting, quel type de reporting on va faire, est-ce qu'on doit faire du reporting, donc du reporting des tableaux de bord, est-ce que ces tableaux de bord doivent être accessibles en mobilité ou pas, et pour quelle population, et en fonction de la population et de l'usage qu'on en fait, on va avoir un reporting qui est différent. Donc comment je la valorise? Une autre manière de la valoriser, c'est faire du prédictif également aussi, c'est mettre en place des outils statistiques pour déterminer des tendances. Là, on était dans de l'IT, donc pour faire de la détection de panne, par exemple. Voilà. C'est un très bon moyen de valoriser mes données ou de faire de la prévision de dépenses, des choses de ce type-là, ou de la data science, bien entendu. Et le dernier point qui est important, et on en a parlé sur les référentiels, c'est la véracité, c'est-à-dire comment je m'assure que mes données sont justes et sont bonnes. C'est-à-dire comment je fais en sorte, surtout si elles proviennent de différentes sources, comment je fais en sorte pour qu'elles soient intègres, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient justes. Et ça, c'est plus des principes. Là, on va avoir des outils sous-jacents, mais c'est beaucoup plus des principes organisationnels. Bon, alors ça, on va passer hyper rapidement. En fait, c'est un peu... ouais, tout est dit, mais c'est un peu un résultat, en fait, non, mais je veux dire, tu peux me lire la dernière ligne, s'il te plaît? Parce que je comprends pas très bien. Non, mais juste, ça c'est le fruit du travail, donc qui est sorti d'ateliers de travail. Donc en fait, on avait ici donc sur un périmètre gestion, un périmètre plutôt opérationnel là, on avait des cas d'usage existants, des cas d'usage nouveaux, et en fait, on s'est efforcé de creuser avec le client pour savoir si effectivement ils avaient vraiment besoin du big data. Donc là, quand on voit sur le périmètre qui est tout en haut, là, en gros, très clairement, un data warehouse classique, ça suffisait clairement. Ensuite, sur le périmètre qui était juste en dessous, où il y avait beaucoup plus de données, où c'était un peu plus complexe, il y a quelques usages qui nécessitaient une architecture big data. Voilà. Mais globalement, ce client-là a bien fait de venir nous challenger, enfin de se faire challenger pardon, par nous, parce que du coup, on lui a un peu ouvert les yeux sur le fait de dire bon, vos architectes ils sont sympas, mais ils sont en train ils sont en train de mettre en place une chose qui ne va pas vous être bénéfique au final. Parce qu'aujourd'hui, être full big data, ça ne veut pas dire être forcément bénéfique, très clairement. Donc ensuite, ça je vais passer très rapidement. Donc il y a aussi des exigences qui étaient obligatoires pour quelque part mettre en place ce projet-là, hein, cette nouvelle architecture décisionnelle. Donc je ne vais pas toutes les énumérer. Très clairement, il y a des exigences sur l'alimentation de sources de données, des exigences en termes de qualité de données.
il y a des exigences en termes de nature d'échange entre les applications. Est-ce que je fais du fichier plat? Est-ce que je fais du web services? Etc. etc. Donc aujourd'hui, il faut savoir que pour faire du web services, il faut mettre un bus de données en place, il faut que ce soit un bus d'entreprise. Enfin bon, c'est hyper compliqué. Très peu d'entreprises en sont équipées aujourd'hui, hein, faut aussi le savoir. Ensuite, donc des exigences en termes d'accès à la donnée, c'est-à-dire que nous, chez notre client, ben, actuellement, ils se passent les mots de passe entre eux, ça dure des générations et des générations. Donc, ils ne savent plus qui a accès à la donnée et qui a accès à quoi, à quelles données. Donc ça, c'est très problématique, surtout dans le secteur bancaire. Donc, ensuite, donc, en sortie, on a des besoins de reporting. Donc là, les besoins de reporting, ils sont classiques, hein, c'est du reporting régalien, c'est du reporting du cube ou du responsive mobile. Voilà. Très clairement, c'est toujours les mêmes. Donc il y a une approche, là, revenir dessus. Donc on voit ici approche data warehouse, data lake. C'était important parce que quand on est arrivé, ils nous ont dit, bah, écoutez, on avait un data warehouse qui ne marche pas très bien. On voudrait mettre à la place un data lake parce que le data lake c'est mieux. Sans finalement savoir ce que c'est. Les deux, et je vais vous le faire de manière très, la manière dont on l'a expliqué. Le data warehouse, le client a des reporting, je sais quel reporting je veux faire. Je veux faire un dashboard avec un tableau de bord qui m'indique certains indicateurs que j'ai identifiés. Si j'ai ces indicateurs, comment j'ai identifié ces indicateurs, donc je vais voir de quelles données j'ai besoin pour ces indicateurs, je structure cette donnée et je la stocke dans un data warehouse. Ça, c'est un data warehouse. Un data lake ne remplace pas cela. Un data lake est complémentaire. Un data lake, ça signifie que j'ai des données qui sont fournies par différents systèmes. Ces données, je me dis qu'elles seraient intéressantes pour quelqu'un. Il y a certainement des gens dans l'entreprise qui seraient intéressés de consommer ces données pour en faire quelque chose. Et donc, je vais mettre à disposition ces données à ces personnes-là sans savoir a priori ce qu'elles vont en faire. Donc, la modélisation est totalement différente. La donnée va être très peu modélisée. Elle va être certainement beaucoup plus volumétrique. Et l'important, ça va être qu'elle soit et que la consommation de cette donnée puisse être le plus facile possible pour les différentes personnes, que ce soit des data scientists, par exemple, des data analystes, des personnes qui, eux, vont pouvoir la prendre et en faire ce qu'ils veulent. Donc les deux approches ne sont pas du tout ne sont pas opposées. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre. C'est bien deux approches qui sont totalement différentes. Donc là, en fait, pour la remise un peu en perspective, donc sur le fil de la mission et notre mission de cadrage, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a étudié plusieurs scénarios d'architecture qui permettaient de répondre à des cas d'usage existants et futurs. Parce qu'on prévoit toujours à peu près, sur le SI, on prévoit toujours à 5 ans à peu près, quand on fait un peu de prospection. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on leur a préconisé une approche qui était plutôt hybride. Comme on vous le dit depuis le début, le data warehousing classique et les architectures big data ne sont pas forcément opposées. Ça veut dire que c'est bien l'association des deux qui va permettre de maximiser l'utilisation de la donnée dans une entreprise. Donc là, ce qu'on a dit, c'est que sur un périmètre de gestion, en fait, on va utiliser du data warehousing classique, hein, avec des axes analytiques, un modèle en étoile, des données ultra structurées et renseignées, pour pouvoir faire de l'analyse et du reporting derrière. Parce que ça reste des données très opérationnelles, donc pas grand besoin de traiter du volume ou de la vélocité ou autre. 2 minutes. Donc on va retrouver les approches qu'on vous a indiquées, c'est-à-dire data warehousing. Pour le SI de gestion, j'ai des tableaux de bord de gestion, je connais ces tableaux de bord, je sais ce que je veux mesurer, je modélise un data warehouse. Et pour le SI opérant, j'ai des tas de données opérationnelles qui alimentent les systèmes Shadow IT dont on parlait. Donc on a bien des données dont en fait je ne sais pas comment elles vont être consommées, mais elles sont consommées et que je dois mettre à disposition. Et donc là, on a une approche data lake avec des outils, donc des outils de type big data, parce que pour ce data lake, effectivement, on a des grandes volumétries. Donc le volume est adressé là, et le besoin de data warehousing est également assuré, avec des technologies donc, qui permettent soit la mise à jour d'une manière, on va dire, rapide, mais pas temps réel, du Talend, qui est un outil classique, et aussi Kafka, donc de la mise à jour en temps réel. Ça, on est sur la technologie pure big data de chez Apache. Et de la data visualisation autour des outils Cognos.
Alors, on va pas balayer tous les points clés, les avantages et les inconvénients, parce que c'est très, on va dire, personnel à chaque approche et à chaque type de client, quelque part. Par contre, il y a un gros point de vigilance. Demain, donc ça vous êtes directement concerné en fait, hein. Demain, dans une entreprise, là par exemple, s'ils avaient suivi l'avis des architectes, demain on fait du full big data, du sol au plafond, ils n'ont aucune compétence en interne. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec 300 personnes qui font du data warehousing classique dont ils ne savent pas quoi faire et ils ne savent pas les remplacer par des personnes qualifiées sur toutes les technologies big data. Donc il y a un paramètre humain à en prendre en compte et il est essentiel, c'est-à-dire que chaque projet et chaque type de projet comme ça doit être accompagné soit par un transfert de compétences, donc je fais du data warehousing classique, je vais monter en compétence sur du big data, soit je sais trouver de la compétence rapide en externe. Voilà. Et puis des profils de métiers qui sont différents. C'est-à-dire du data warehousing, on est sur quelque chose d'essentiellement fonctionnel et métier. Donc des gens essentiellement fonctionnels et métiers qui vont faire du paramétrage. Ces outils-là ont toujours été faits comme ça. Quand on passe sur du big data, on est sur du développement pur. On ne parle plus de SQL, là. On ne fait pas de la requête de données de ce type-là sur ce type de base-là. On est vraiment sur du code, donc on va faire du Java, on va faire du développement. Donc on a besoin de gens beaucoup plus techniques. Et on ne sait pas une simple transition, c'est-à-dire les gens très métiers qui faisaient du paramétrage, c'est pas du tout dit qu'ils puissent être formés à devenir des développeurs Java, quoi. Non, ce sont des personnes différentes. Donc c'est vraiment, vraiment essentiel. Tout ça pour. Alors, on va arriver à la conclusion, mais en fait, ça a l'air assez anodin de passer, on va dire, d'un data warehousing classique à vraiment une stratégie big data, mais en fait, c'est un vrai projet de transformation d'entreprise. C'est-à-dire que ça touche les compétences des personnes qui sont en entreprise. Ça touche les process, ça touche tout, en fait. Oui, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est les deux approches qui sont complémentaires. Donc la BI existera toujours. En fait, si vous voulez, dans une entreprise aujourd'hui, la manière dont elle est structurée, il y a certains métiers de l'entreprise qui vont avoir besoin de big data et d'autres métiers de l'entreprise qui ne vont pas du tout en avoir besoin. Par exemple, une direction financière n'a absolument pas besoin aujourd'hui d'avoir du big data. Je parle de données internes, pas de données externes. Je vous vois faire la moue, donc je peux dire. Voilà. Donc du coup, non, clairement pas. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise a besoin d'un minimum de structuration et d'un minimum de rapports structurés. Voilà. On va juste finir sur un dernier slide, juste pour le rendu, et après je réponds à votre question, ok? Voilà, donc ça c'est hyper difficile à lire aussi, mais c'est une trajectoire en fait de plan projet. Donc ce qu'il y a à retenir de ce slide-là et de cette présentation-là, c'est qu'en fait, on a fait deux approches. Donc pour la mise en place du data warehouse classique, on a fait un cycle en V complètement classique parce que c'est ce qui marche bien pour ce type d'approche. Par contre, sur la brique Big Data et l'architecture Big Data, là on a privilégié une méthode plutôt agile en intégrant cas d'usage par cas d'usage. Voilà, parce qu'un cas d'usage peut toucher 50 applications dans une entreprise, donc il faut y aller progressivement et doucement. Et en fait, ça nous laissait le temps de faire monter les gens en compétences ou de recruter les gens compétents sur ce type de technologie-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on était sur un temps un peu plus long sur la partie basse là du slide. Voilà, j'en ai terminé, donc je réponds aux questions si vous voulez. Allez-y. Ah, pas du tout. Là, on n'est pas du tout dans le Non, non. marketing et la publicité. Là, on était vraiment dans l'IT, donc quelque chose d'assez technique et dans le secteur bancaire. Tous les secteurs peuvent être impactés, que ce soit par exemple la détection de la fraude, que ce soit dans l'industrie la gestion de la fiabilité et de la panne, la gestion de production, la logistique, c'est très, on peut avoir vraiment beaucoup dans l'optimisation logistique. Je ne sais pas si tu as d'autres cas. En fait, aujourd'hui, dans une entreprise, la BI, ça sert vraiment à assurer les opérations. Quand je parle d'opération, ça veut dire j'ai un processus, j'ai des opérations, j'ai un certain suivi dans le processus, et je sais dire, voilà, je dois avoir ce rapport-là tel jour parce que j'ai cette information-là qui me permet moi de faire une autre tâche derrière. Donc ça, c'est de l'opérationnel pur.
Ensuite, il y a un niveau de reporting qui est plutôt stratégique. Donc là, on parle plutôt de balance scorecard, de tableau de bord, de KPI. Donc là, on construit vraiment un KPI. Quelque part, c'est le middle management ou le management qui va venir regarder ce KPI-là et qui va agir en fonction du résultat. Donc là, on est sur de la BI classique. On n'a pas besoin de big data pour faire ça en fait. Le big data, ça va vraiment servir pour des métiers justement comme le marketing, comme le commerce, pour faire de la prédiction. Parce que le big data va surtout servir à faire de la prédiction en fait, hein, plus qu'autre chose hein, en général, puisqu'on va essayer d'analyser plein d'éléments d'environnement que l'on ne connaît pas à un instant T pour déduire quelque chose. C'est par exemple, demain, je vais sur Amazon, je regarde un produit, du coup, je vais sur un autre site et j'ai une petite bannière qui Amazon avec le produit en question. Donc ça, c'est du temps réel, c'est du traitement big data qui est derrière tout ça. Ça, c'est pour de l'analyse. La BI, c'est pour de l'analyse. Un exemple d'application en banque pour Un de exemple la BI d'application en classique. dehors du domaine du marketing et de la publicité, c'est ça que vous demandez? Bah, un des projets que l'on fait actuellement qui n'est pas dans ce domaine-là, on travaille pour une société du luxe pour lequel on a un outil d'aide à la décision pour le réassort des boutiques. C'est-à-dire qu'il y a des planeurs qui doivent s'assurer que chaque boutique a le stock qu'il lui faut pour optimiser les ventes. Et donc on a un système BI qui va permettre, en fonction des ventes dans les boutiques, en fonction de ce qu'il y a dans le stock, en fonction de la valorisation du stock, en fonction de la saisonnalité, en fonction de la place qu'il y a dans la boutique, en fonction du stock qui est dans d'autres boutiques, de pouvoir optimiser ce réassort des boutiques. Voilà, c'est un exemple. Non, parce que les ventes des boutiques sont prises en compte, donc ça c'est bien un paramètre de client. Le positionnement de la boutique, donc le type de clientèle, est pris en compte. Typiquement, une boutique dans un aéroport, pour une société du luxe, n'adresse pas du tout le même type de client qu'une boutique qui est dans les beaux quartiers de Paris. Ah oui, bien sûr. Et là, enfin là, typiquement, c'en est, ouais. Ouais, ouais, on a des tas de cas. Il y a vraiment aucun domaine qui est en dehors du périmètre, hein. Et nous, dans le projet qu'on a fait, je crois qu'on a travaillé sur énormément de domaines métiers. Et je pense que le marketing et la pub est un des domaines sur lesquels on a le moins travaillé. Vous voyez. On va devoir s'arrêter là parce que je crois qu'il y a quelqu'un après nous. Merci de votre attention. Merci d'être là.